Le jour où le testament a été lu, ils ont tous cru que leur père avait trahi sa propre famille. Un seul fils désigné, le pouvoir, l'argent. Les autres, presque rien. Ils ont crié à l'injustice, ils ont juré qu'il avait manipulé tout le monde. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce testament n'était pas un héritage, c'était une épreuve. Et leur père savait exactement qui allait échouer. L'héritage du patriarche. Quelque part en Afrique, dans une ville où les tours modernes dominent encore des concessions familiales centenaires, vivait un homme que tout le monde appelait Baba Issa. Son vrai nom ouvrait des portes, mais ce surnom, murmuré avec respect, racontait l'essentiel. Il n'était plus qu'un riche entrepreneur, il était un repère. Baba Issa avait bâti des sociétés de transport, des hôtels sur le littoral, des entrepôts agricoles à l'intérieur du pays. Des centaines de familles dépendaient de ses décisions. Pourtant, il répétait souvent à ses proches « L'argent ne construit rien s'il ne repose pas sur des hommes solides ». Quand Baba Issa mourut, le pays perdit un bâtisseur, mais sa famille perdit le seul homme capable de tenir tout le monde ensemble. Le jour des funérailles, la cour familiale débordait. Voisins, partenaires, anciens, employés, tous étaient là. Les prières montaient dans l'air chaud. Mais sous les salutations, une autre tension s'installait déjà. Ses enfants se tenaient côte à côte. Amadou, l'aîné, calme, réservé, toujours dans l'ombre de son père. Mariam, élégante, vive, déjà tournée vers l'avenir qu'elle s'imaginait mériter. Ibrahima, le Benjamin, fier, impatient, persuadé que la vie devait lui sourire sans attendre. Et leur mère, Mama Aïssatou, assise au centre, le regard voilé par le deuil. 3 jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un bureau silencieux. Le notaire ouvrit le dossier. Personne ne parlait, mais chacun comptait déjà. Chacun faisait ses calculs. Chacun croyait connaître son père. La voix du notaire était posée, presque froide. 20% pour Mama Aïssatou, 10% pour Mariam, 10% pour Ibrahima, 60% placés sous protection pour préserver l'héritage familial. Puis vint la phrase qui fendit la pièce comme une lame. Baba Issa désignait Amadou comme administrateur unique de l'ensemble des biens familiaux, chargé de veiller sur leur mère et sur la continuité de l'Empire. Le silence fut brutal. Puis, la colère éclata. Mariam se leva, la voix tremblante. Ibrahima frappa la table. Des accusations fusèrent. « Pourquoi lui? Il a manipulé papa. C'est une trahison !» Amadou, lui, resta immobile. Il ne sourit pas, il ne se défendit pas, il ne leva même pas la voix. Parce qu'au fond de lui, il savait. Baba Issa ne décidait jamais au hasard. Ce que personne ne comprenait encore, c'est que ce testament n'était pas une récompense. C'était une épreuve déguisée, et elle venait seulement de commencer. La lecture qui brisa la famille. La salle où le testament venait d'être lu semblait soudain trop étroite pour contenir la colère qui montait. Les mots du notaire flottaient encore dans l'air, mais plus personne ne les écoutait vraiment. Ce qui venait d'être prononcé avait touché quelque chose de plus profond que l'argent. L'orgueil. Mariam fut la première à rompre le silence. Sa voix tremblait, mais ses yeux brûlaient. Amadou n'a jamais été le préféré, alors comment expliquer ça ? Ibrahima se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le sol carrelé. Son poing s'abattit sur la table. C'est clair, il a parlé à papa avant sa mort, il a tout préparé. Le notaire tenta d'intervenir, rappelant que Baba Issa avait signé ce document en pleine lucidité. Mais personne ne voulait entendre la raison. Les accusations se succédaient. Manipulation, trahison, complot silencieux. Amadou restait assis. Son regard passait de sa mère à ses frères et sœurs. Il voyait leurs visages se transformer. Non pas par la douleur, mais par la frustration de ne pas avoir obtenu ce qu'ils espéraient. Mama Aïssatou tenta de parler. « Votre père savait ce qu'il faisait.
Mais sa voix se perdit dans le tumulte. Mariam pleurait désormais, non de tristesse, mais de rage contenue. Ibrahima faisait les 100 pas, promettant à voix haute que cette injustice ne resterait pas sans réponse. Et Amadou? Amadou se leva enfin. Il ne cria pas, il ne chercha pas à convaincre. Il dit simplement « Papa a choisi, je respecterai sa décision ». Ces mots furent vécus comme une provocation. « Alors, tu acceptes de tout prendre ?» lança Mariam. « Tu vas nous regarder tomber pendant que tu t'enrichis ?» ajouta Ibrahima. Amadou inspira lentement. « Je n'ai rien pris, on m'a confié une responsabilité. » Cette phrase scella la rupture. Ibrahima quitta la pièce le premier, jurant qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans cette maison. Mariam suivit, le visage fermé, emportant avec elle une rancœur qui allait grandir avec le temps. Mama Aïssatou resta seule avec son fils aîné. Elle posa une main tremblante sur sa sienne. « Ton père savait que ce moment arriverait, » murmura-t-elle. « Il savait que la famille serait mise à l'épreuve. » Amadou hocha la tête. Il comprenait désormais une chose essentielle. Ce testament n'était pas seulement un partage d'héritage. C'était un test. Et la famille venait d'y échouer. Du moins, pour l'instant. L'argent qui brûle les mains. Au début, l'argent ressemblait à une victoire. Pour Mariam, c'était enfin la preuve qu'elle n'avait besoin de personne. Elle quitta le pays pendant des semaines, parfois des mois, enchaînant les vols, les hôtels de luxe, les salons privés. Elle changeait de coiffure plus souvent que de numéro de téléphone. Des perruques venues de loin, des sacs qui portaient des noms qu'on n'osait même pas prononcer à voix haute. Chaque dépense était une revanche silencieuse contre ce qu'elle appelait encore l'injustice. L'agence de voyage héritée de son père, elle la revendit sans hésiter. « Je préfère l'argent maintenant », disait-elle. « Les affaires, c'est trop lent. » L'argent coulait vite. Trop vite. Ibrahima, lui, choisit le bruit et la nuit. Sa part servit à ouvrir une boîte nocturne au cœur de la ville. Musique forte, lumière aveuglante, tables réservées, bouteilles exhibées. Il fallait qu'on sache qu'il avait réussi. Autour de lui, les femmes, les flatteurs, les faux amis. Chaque soir était une démonstration de puissance. Chaque matin, un trou de plus dans les comptes. L'entreprise de transport héritée de son père, elle la céda aussi. « Pourquoi me fatiguer ?» répétait-il. « L'argent est fait pour être vécu. » Mais l'argent qu'on ne respecte pas finit toujours par se venger. Les mois passèrent, puis les années. Les appels des banques commencèrent. Les associés disparurent, les portes se fermèrent une à une. Mariam vendit d'abord ses bijoux, puis sa voiture, puis ses souvenirs. Ibrahima ferma sa boîte dans le silence le plus total, un matin sans musique, sans public, sans applaudissements. Pendant ce temps, Amadou travaillait. Il ne faisait pas de bruit, il ne montrait rien. Il agrandissait les entreprises, restructurait les équipes, protégeait les 50% bloqués par la volonté de son père. Il veillait sur leur mère. Il faisait vivre des centaines de familles sans jamais rappeler qu'il en avait le pouvoir. Quand Mariam et Ibrahima touchèrent le fond, ils comprirent enfin une vérité simple. Ce qu'ils avaient appelé injustice était peut-être une chance qu'ils n'avaient pas su saisir. Et pour la première fois depuis longtemps, ils pensèrent à Amadou, non plus comme à un traître, mais comme à leur dernier refuge. Le retour de ceux qui n'avaient plus rien. Ils mirent longtemps avant de trouver le courage. Revenir n'était pas seulement un voyage, c'était un aveu. Mariam arriva la première. Plus de vêtements éclatants, plus de regards hautains. Ses pas étaient lents, son sac léger, comme si elle avait laissé une partie d'elle-même derrière chaque porte qui s'était refermée. Ibrahima suivit quelques jours plus tard. Le bruit avait quitté sa vie. Plus de musique, plus de foule. Seulement le silence, lourd, humiliant. Ils se retrouvèrent devant la grande maison familiale, celle qu'ils avaient quittée en claquant presque la porte, convaincus d'avoir été trahis.
Amadou était assis dans la cour, des dossiers ouverts devant lui. Il leva les yeux, il les vit, et il comprit immédiatement. Il n'y eut ni reproche, ni sourire, juste un long silence. « Grand frère », murmura Mariam, la voix brisée. « On s'est trompé. » Ibrahima baissa la tête. Ces mots sortirent difficilement. « On n'a plus rien. » Amadou les écouta sans les interrompre. Il entendit les dettes, la honte, les nuits sans sommeil, la peur de la rue. Il entendit surtout ce qui n'était pas dit, le regret. « On est venu demander pardon, » dit Mariam, « et demander de l'aide. » Amadou se leva lentement. Il regarda la maison, puis le ciel, puis leurs visages fatigués. « Je ne vous chasserai pas, » dit-il enfin. « Mais ne confondez pas aide et retour en arrière. » Ils relèvèrent la tête. Il n'y aura plus d'héritage à gaspiller. Ici, tout le monde travaille, même les enfants de cette maison. Leurs cœurs se serrèrent. Vous ne serez plus héritier, vous serez employé. Salaire normal, horaire strict, aucune faveur, aucune exception. Ibrahima sentit la colère monter, puis retomber. Mariam comprit avant lui. C'était ça ou rien. Ils acceptèrent. Les premiers mois furent une épreuve. Les ordres, la fatigue, l'humiliation de recommencer tout en bas. Mais peu à peu, quelque chose changea. Ils apprirent la discipline, la patience, la valeur d'un salaire gagné honnêtement. Et sans le savoir, ils entraient enfin dans l'héritage que leur père avait vraiment prévu. La leçon que leur père avait prévue. Le temps passa. Les saisons changèrent, et avec elles, les cœurs. Mariam se levait désormais avant le soleil. Elle travaillait dans l'une des entreprises familiales, sans privilèges, sans traitement spécial. Ses mains, autrefois habituées aux sacs luxueux, connaissaient maintenant la fatigue honnête. Ibrahima, lui, apprit à obéir. Lui qui aimait commander, impressionner, faire du bruit, il découvrit le silence du travail bien fait, la satisfaction discrète de l'effort. Amadou observait, toujours en retrait, toujours juste. Jamais un mot de trop, jamais une humiliation inutile. Un soir, leur mère, Aïssata, les convoqua tous les trois. Elle tenait une vieille enveloppe, jaunie par le temps. « Votre père m'avait demandé de ne l'ouvrir qu'à ce moment précis, » dit-elle doucement. Amadou fronça le sourcil. Mariam et Ibrahima retinrent leur souffle. Aïssata lut. « Si vous lisez ces mots, c'est que mes enfants ont traversé la colère, l'orgueil et la perte. Ne leur donnez pas plus d'argent. Donnez-leur du temps, du travail et des règles. » Les larmes montèrent. Amadou n'a pas reçu le pouvoir par favoritisme. Il l'a reçu parce qu'il s'est aimé, sans faiblesse. La famille ne se protège pas avec des billets, mais avec du caractère. Mariam éclata en sanglots. Ibrahima tomba à genoux. « Papa savait », murmura-t-il. Ils se tournèrent vers Amadou. « Tu n'étais pas notre bourreau », dit Mariam. « Tu étais notre rempart. » Amadou sentit sa gorge se serrer. « Je n'ai fait que respecter sa vision », répondit-il calmement. Ce soir-là, la famille mangea ensemble, comme autrefois, sans rancœur, sans jalousie. La légende familiale dit que ce jour-là, l'héritage fut enfin transmis. Pas l'argent, pas les entreprises, mais la compréhension. Leçon de vie. Un grand-père ne partage pas seulement ses biens, il prépare ses enfants à les porter. Et parfois, le plus grand héritage n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on apprend à ne plus gâcher. Parce que la famille, en Afrique comme ailleurs, n'est pas une richesse, c'est une responsabilité sacrée.